C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, une question, la guerre a-t-elle repris entre l'État malien et les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad? Depuis 2 jours, l'armée malienne bombarde la zone où se trouve leur position. Bamako affirme viser des groupements djihadistes, des tensions, alors que la MINUSMA achève la première phase de son retrait du pays. Décryptage dans quelques instants avec Serge Daniel, notre correspondant dans la région. Le président soudanais en déplacement à l'étranger, le général Abdel Fattah al-Burhan, est en Égypte. C'est son premier voyage à l'extérieur du pays depuis le déclenchement de la guerre avec les paramilitaires. On fera le point dans ce journal. Et puis la campagne pour les municipales en Côte d'Ivoire. Elles se tiendront le 2 septembre prochain. Vous verrez qu'il y a un très grand nombre de candidats indépendants, parfois des jeunes qui veulent incarner le renouveau de la classe politique. Reportage à suivre. La MINUSMA, la force onusienne postée au Mali, a donc achevé la première phase de son retrait, un retrait à la demande des militaires au pouvoir. La première phase était difficile, mais la seconde, qui se prépare, semble encore plus complexe. Christophe Dansette. 21 août dernier, les soldats de l'armée malienne plantent symboliquement le drapeau du pays. Les troupes de l'ONU viennent de quitter la base de Ber, près de Tombouctou. Le dernier convoi a mis plus de 50 heures pour parcourir 57 km en raison d'une météo hostile et des attaques répétées de djihadistes, signe de la complexité de l'opération de retrait. Cette semaine, les forces de l'ONU ont quitté la 4e et dernière base de la phase 1 de l'opération, celle de Ménaka, à l'est du pays. La première phase est terminée. Il est évident que la deuxième phase sera beaucoup plus difficile, car elle s'appliquera à un nombre beaucoup plus important de lieux et à un nombre beaucoup plus important de personnel et d'équipements. Une deuxième phase qui concernera 6 bases, Tessalit à Guelok et Kidal au nord-est, Ansongo à l'est, Mopti et Douenza au centre. Une opération prévue jusqu'à la mi-décembre. Il ne restera ensuite que 15 jours pour quitter les 3 plus grosses villes, Tombouctou, Gao et la capitale Bamako. Au total, l'ONU prévoit d'évacuer près de 13 000 soldats. Le retrait, après 10 ans d'opération, avait été exigé fin juin par la junte malienne au pouvoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète néanmoins de la situation sécuritaire du pays après le départ des casques bleus. Comme beaucoup d'entre nous le redoutaient, la décision de fermer la MINUSMA a déjà engendré de nouvelles violences. Nous sommes alarmés par la reprise des hostilités au nord du Mali. Selon l'ONU, les djihadistes, principalement des filiales d'Al-Qaïda et de l'organisation de l'État islamique, mènent de plus en plus d'attaques, comme ici à Sévaré en avril dernier. Ils contrôlent 2 fois plus de territoire aujourd'hui qu'avant le putsch de 2020, malgré l'appui des hommes de Wagner aux forces armées maliennes. Et ces premiers retraits ne sont pas sans conséquence. Le transfert de ces bases proches de Tombouctou, Ber et Goundam et leur reprise par les forces maliennes a donné lieu à des combats avec les djihadistes et de vives tensions avec les ex-rebelles Touaregs. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre correspondant dans la région, Serge Daniel. Bonsoir Serge. Bonsoir. Je précise également que vous avez été très longtemps correspondant de RFI au Mali. Vous connaissez très bien le pays. Alors Serge, la guerre entre les FAMA et les ex-rebelles Touaregs est-elle de nouveau engagée? Je dirais pas oui, mais je dirais pas non. Mais de toutes les manières, c'est très tendu. Il y a 3 choses. Vous n'avez plus d'ex-rebelles à Bamako, c'est-à-dire les représentants de l'ex-rébellion, parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient plus en sécurité. Vous avez vu à Ber, le camp de Ber, il y a eu des tirs entre rebelles, ex-rebelles et soldats gouvernementaux. Et actuellement, depuis 48 heures, à 2 reprises, l'aviation malienne a attaqué une position à Aléfis, c'est dans le nord-est du Mali, une position des ex-rebelles. Officiellement, Bamako dit il y a des djihadistes qui veulent nous attaquer à partir de là. C'est pour ça que nous les attaquons. Et les ex-rebelles disent non, c'est pas vrai, c'est notre position qui est attaquée. Donc l'accord de paix signé en 2015 entre les rebelles, les ex-rebelles et le gouvernement, l'accord devient quasiment caduc. Parce que le principe, c'est qu'il ne devait plus avoir de tirs. Donc la situation est extrêmement tendue. Et voilà que la MINUSMA s'en va, vous l'avez dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Puisqu'il n'y a plus entre les futurs probables belligérants, il n'y a plus quelqu'un pour faire la médiation.
Donc c'est extrêmement tendu. Les ex-rebelles disent, nous sommes sur le pied de guerre. Le gouvernement dit non, venez, on va négocier. Les ex-rebelles estiment que c'est pour gagner du temps. Alors justement, les autorités maliennes ont appelé, vous l'avez dit, ils disent viser des rebelles djihadistes, ils parlent de colonnes de rebelles djihadistes, et ils appellent en même temps à rouvrir les négociations et les discussions. Mais les rebelles sont-ils prêts à retourner à la table des négociations ? Ils disent clairement non. Ils l'ont dit au médiateur l'Algérie, ils l'ont dit à l'ONU, ils ont écrit officiellement à l'ONU pour le dire. Nous ne croyons pas à la sincérité du gouvernement. Donc la situation est extrêmement tendue aujourd'hui. S'il n'y a pas une initiative avant le départ de la MINUSMA, on ne sait pas ce qui va se passer parce que je le disais tout à l'heure, l'accord de paix, l'application de l'accord de paix d'Alger était déjà possible, mais là il est quasiment caduque puisque on entend déjà les coups de feu et il faut faire quelque chose. Et la MINUSMA est censée quitter le pays d'ici le 31. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la deuxième phase, la deuxième respiration du départ va commencer. C'est la deuxième phase la plus difficile parce que c'est dans une zone de Kidal, contrôlée par les ex-rebelles. Et qu'il y a un camp de la MINUSMA que l'armée malienne veut contrôler, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors Serge, il y a une présence djihadiste qui est incontestable et la menace est grande, notamment sur la ville de Tombouctou. Oui, Tombouctou, c'est moins de 60 000 habitants. C'est une ville aujourd'hui où il y a un blocus qui est imposé par les djihadistes. Vous avez 3 entrées principales. Vers le sud, pour faire venir les marchandises, les denrées. Et puis, vous avez la Mauritanie, d'un autre côté, et puis l'Algérie. Vous n'avez plus, aujourd'hui où je vous parle, vous n'avez plus de vivres qui rentrent ou qui sortent de Tombouctou. Pourquoi ? Parce que les djihadistes ont imposé un blocus en voulant défier l'État. Tout ce qui tente de faire entrer, par exemple, de l'essence, on brûle les camions, par exemple. Et j'ai pris les prix avant de venir. Les prix ont doublé, par exemple. Si vous prenez l'essence, le prix de l'essence a doublé. De 750, c'est passé à 1500 francs CFA. Le prix du lait, le prix du couscous, tout a augmenté. Les prix augmentent, donc les populations n'arrivent plus à sortir de la localité. Et ce sont les djihadistes qui ont imposé donc ce blocus qui contrôle la ville de Tombouctou au moment où je vous parle. Qu'est-ce que ça reflète, ce renforcement ? Est-ce que ça coïncide avec le départ de la MINUSMA ou c'était déjà très présent et que ce passage de témoins, justement, profite aux djihadistes ? Oui, il n'y a aucun doute. L'armée malienne fait ce qu'elle fait. C'est vrai que le Mali s'est armé sur les 2 dernières années, l'équipement militaire, notamment russe, mais elle ne contrôle pas la situation sur le terrain. Il faut dire la chose clairement. Et le départ de la MINUSMA, même si la MINUSMA ne réglait pas tout, ça sécurisait quand même les populations. Parce que les premières victimes dans cette affaire, ce sont les populations civiles. On ne peut pas les laisser comme ça. Disons les choses clairement, l'armée malienne aujourd'hui monte en puissance, disons-le, oui, pas dans des endroits, il faut le reconnaître cela. Mais elle ne peut pas, à elle seule, assurer la sécurité de toutes les populations. Ce n'est pas possible. Et la lutte contre les terroristes est très, très difficile. Très, très difficile. On se pose une question aujourd'hui en regardant la situation de la ville de Tombouctou. Oui. Est-ce qu'on pourrait la comparer à celle de la ville burkinabé de Djibo ? Est-ce que Tombouctou va devenir une future Djibo ? Alors, vous posez bien la question. Pour que Tombouctou ne devienne pas Djibo, qu'est-ce que les populations ont décidé de faire ? Elles se disent, bon, l'armée malienne, le Mali, l'État ne peut pas assurer notre sécurité. Ce que nous allons faire, nous allons former une délégation pour aller rencontrer les djihadistes, pour leur demander de desserrer le taux autour de nous pour que nous pouvions respirer. Voilà ce que les populations, voilà ce que les associations sont en train de vouloir faire aujourd'hui pour que Tombouctou ne devienne pas une ville comme Djibo. Est-ce que les autorités de Bamako tolèrent ce genre de négociations ? On a vu qu'au Burkina Faso, les autorités dialoguaient avec les terroristes. Il y avait un dialogue qui avait été ouvert, notamment des chefs religieux. Mais est-ce que c'est le cas au Mali ? Est-ce qu'on a cette même volonté ou est-ce qu'on est plus hostile à combattre les djihadistes? C'est ce qu'on appelle les dynamiques locales. Si vous allez au centre, dans des localités, Bandiagara, si vous allez vers Mondoro également au centre, vous avez des dynamiques locales qui font que les populations se disent mais puisqu'il n'y a pas l'administration, puisqu'il n'y a pas assez de sécurité, nous avons besoin de survivre. Et pour survivre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut négocier avec les djihadistes localement. Ça se fait au Mali, ça se fait au Burkina, ça se fait dans d'autres pays, mais la dynamique veut qu'on puisse aller vers ces djihadistes qui contrôlent le terrain parce que, évidemment, l'État ne peut pas tout faire, l'État ne fait pas tout ce qu'il doit faire pour assurer la sécurité des populations. Merci infiniment Serge Daniel, notre correspondant régional pour le Sahel. Merci pour votre décryptage. Et on va continuer à parler du Sahel avec la médiation de l'Algérie pour régler la crise au Niger. Elle prend forme. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a pris la parole pour préciser les contours de la transition proposée par l'Algérie. Écoutez-le.
Fixer un calendrier de transition d'une durée de 6 mois pour mettre en œuvre une issue politique qui inclut le retour du régime constitutionnel et démocratique au Niger à travers le rétablissement du processus politique de l'état de droit. Au Soudan, le général au pouvoir Abdel Fattah al-Burhan ne s'est pas contenté d'une tournée dans le pays. Il est en Égypte où il effectue ce mardi sa première visite à l'étranger depuis le début de la guerre contre les paramilitaires. Camille Nedelec. Pour son premier voyage à l'étranger depuis le début du conflit au Soudan, le général Fattah al-Burhan a choisi l'Égypte, un allié de longue date. Il a salué le souhait du pays voisin de jouer le rôle de médiateur entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Nous sommes déterminés à mettre fin à cette guerre et à cette tragédie. Nous, au sein de l'armée, au sein des forces armées soudanaises, sommes engagés à établir une véritable période de transition après laquelle le peuple soudanais pourra établir son État par le biais d'élections libres et équitables. Le chef militaire a renversé le gouvernement civil en 2021. Ce dernier s'était déjà engagé à respecter un calendrier pour la tenue d'élections. La visite du général al-Burhan survient alors que des bombardements au Darfour ont tué des dizaines de civils, principalement des femmes et des enfants. Ce sont les dernières victimes d'un conflit qui a tué des milliers de personnes depuis mi-avril, transformant des quartiers résidentiels à Khartoum et d'autres villes en champs de bataille. Près de 5 millions de personnes ont dû fuir les combats. On nous avait parlé d'une route pour sortir, mais malgré cela, 4 d'entre nous ont été blessés. Nous avons erré pieds nus à El Jenina pendant 7 jours, passant d'un endroit à l'autre. Nous n'avions ni eau ni nourriture. Même si j'étais enceinte de 7 mois, j'ai dû porter mon garçon de 4 ans sur mon dos et ma fille de 6 ans marcher à pied. Nous marchions pieds nus. Depuis le début du conflit, plusieurs tentatives de résolution ont échoué. Au moins 7 cessez-le-feu ont été déclarés, puis non respectés. En Côte d'Ivoire, la campagne pour les municipales a commencé. Ces élections sont marquées par l'émergence de candidats indépendants. Ils sont au total 341 sans étiquette. La majorité sont des cadres dissidents de grands partis, mais certains sont issus de la société civile et rêvent d'incarner le renouveau de la scène politique ivoirienne. Reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. Ce jour-là, Israël Guébo, candidat indépendant à Abobo, une des communes les plus populaires d'Abidjan, rencontre une association de jeunes. Toi, tu as quel diplôme? Le BBC, ok. C'est une expertise. Donc, ce que tu dois faire là, c'est de monter un petit projet. Maintenant, nous, on va vous aider à aller écrire le projet et puis aller chercher les financements pour venir vous financer. À 41 ans, cet entrepreneur dans les médias est l'un des plus jeunes candidats de ces élections municipales. Il espère gagner contre le RHDP, parti au pouvoir très implanté dans la commune. Depuis 10 ans, les partis ont dirigé cette commune, mais on voit bien l'état dans lequel elle est. J'ai la possibilité de parler le même langage que les jeunes. On se parle, on se comprend, on s'entend. À 100 km de la capitale, le député maire indépendant Thiemoko Assalé, candidat à sa propre réélection, veut préparer la suite. La Côte d'Ivoire, elle est à la fin d'un cycle politique. Ce n'est pas une affaire de mairie. C'est une affaire de quelle est notre place dans la Côte d'Ivoire de demain. Cet apôtre du renouvellement est l'auteur de plusieurs propositions de loi sur le sujet. D'abord pour interdire aux plus de 75 ans de se présenter aux élections, puis pour lutter contre les faux indépendants, ces cadres de partis politiques qui se présentent sans étiquette. Les partis politiques ont délivré pratiquement des fatwas contre leurs cadres qui vont à l'indépendant. C'est une foire à l'hypocrisie. Ils savent tous que leurs cadres qui sont indépendants, s'ils gagnent, ils vont leur ouvrir grandement les bras. Pour moi, c'est une trahison de l'électorat. Jusqu'ici, aucune de ces propositions de loi n'a pu être examinée au Parlement. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Audrey Racine.